amis, et ben voilà, acte 2, scène 2. Donc avant de commencer, je vous rappelle, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à laisser des commentaires. Je passe beaucoup de temps pour vous faire la lecture. Après, j'ai pratiquement 4-5 heures de boulot pour faire le montage, vous trouver les photos, les vidéos qui vont suivre, etc. Donc c'est quand même pas mal de taf. N'hésitez pas à liker, à commenter, dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que je peux arranger. Voilà, ce serait super sympa, vous savez comment c'est. Un commentaire en amène un autre, et puis et voilà, c'est comme ça que ça peut fonctionner. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, donc on va attaquer le deuxième chapitre qui s'appelle Du sport à la guerre. C'est pas le plus sympa peut-être, mais voilà, c'est une autobiographie, donc voilà, ça va relater un peu tous les passages de ma vie. Donc perception des carreaux, et puis on y va. Allez, c'est parti mon kiki. Maintenant, à 17 ans et demi, il était temps de penser à faire quelque chose de ma vie. Je décidai donc de devancer l'appel, avec le secret espoir d'intégrer le mythique bataillon de Joinville. Selon moi, cette affectation me donnerait la possibilité de passer un palier et de réussir dans la voie que je m'étais fixée. Malheureusement, le sort en avait décidé autrement, et en juin, à 2 mois de mon incorporation, on m'annonça la mauvaise nouvelle: je ne pourrais pas faire mon service au bataillon. Un autre judoka, certainement plus pistonné, venait de me passer devant. J'étais anéanti. Après 2 jours de déprime, je pris le taureau par les cornes. Je me présentai à la gendarmerie de mon secteur et je me renseignais pour effectuer mon service militaire dans un régiment parachutiste. Dirigé vers la région militaire dont dépendait ma ville, début juillet, je me retrouvais donc à Versailles, inscrit à une préparation militaire parachutiste. En choisissant cette option, j'avais pensé qu'au moins là, je ferais du sport. Par ailleurs, mon père évoquait souvent son régiment parachutiste, le général Bijard, qu'il avait côtoyé en Algérie, la discipline et les activités physiques propres à cette arme. Sur le biceps de mon bras gauche, j'avais fait tatouer une superbe tête de loup transpercée d'un poignard. Et j'avais fait faire ça chez Bruno, Place Pigalle. À l'époque, Bruno, c'était un des premiers tatoueurs et surtout un des seuls qui tenait le pavé, quoi. Voilà. Elle était ornée de la devise « Qui ose gagne ». J'avais opté pour ce tatouage, peut-être pour paraître un dur, mais surtout parce que j'appréciais la qualité artistique du travail des tatoueurs. Et puis, quelque part, cette devise n'était pas celle du premier RPIMA auquel mon père appartenait durant la guerre d'Algérie. Bah si, effectivement, c'était bien la devise du premier RPIMA. Durant cette préparation, l'ambiance était bonne et nous faisions beaucoup de sport. J'y trouvais largement mon compte. Bien entendu, le plus dur restait à venir. Nous allions devoir sauter en parachute. Même si je donnais une image de quelqu'un sûr de lui, et là encore je n'ai pas changé, je n'étais pas vraiment fier lorsqu'il fallut grimper dans le Transal qui devait nous larguer quelques minutes plus tard à 400 mètres d'altitude dans la région orléanaise. L'odeur du kérosène que crachent les turbines alors que nous approchons de la tranche arrière de l'avion est bien particulière, et tout parachutiste doit conserver ce souvenir intarissable dans un coin de son cerveau. N'est-ce pas les copains? Notre parachute sur le dos, nous progressions tels des zombies sur la pente inclinée pour pénétrer dans cet avion duquel nous allions être largués. En regardant nos Rangers, nous prenions place sur le siège en toile situé des 2 côtés de l'appareil, tandis que la grande porte se refermait. Les largueurs, des vieux de la vieille, riaient en regardant nos visages. Fier comme je le suis, je ne souhaitais surtout pas qu'ils devinent la moindre lueur de trouille au fond de mon regard. Alors, je souriais niaisement, même si au fond de moi, je n'en menais pas plus large que mes acolytes. L'avion se dirigea alors en bout de piste, les hélices se mirent à hurler. Nous étions partis. À peine l'avion avait-il levé le nez que les largueurs nous demandèrent de nous lever, de relever les sièges et d'accrocher le mousqueton du parachute au câble prévu à cet effet. Nous nous regardions en silence, alors que les largueurs avaient déjà ouvert les portes latérales par lesquelles nous allions être évacués de notre moyen de transport temporaire. Arrivés à 400 mètres d'altitude et après s'être positionnés dans l'axe de la piste, une lumière verte accompagnée d'une sirène stridente nous fit savoir qu'il était temps de sauter. Pas le temps de réfléchir. Les uns derrière les autres, nous nous présentâmes à la porte où le moniteur nous braillait un « Go !» que connaissent bien tous les paras.
L'éjection est quelque chose d'impressionnant. Dès notre sortie de l'appareil, le parachute s'ouvre et se retrouve gonflé par le souffle des hélices, ce qui nous donne l'impression d'être à l'horizontale. Le reste est pur plaisir. Voler est formidable et le silence qui accompagne cette descente reposant. Il permet de relâcher le stress qui accompagne la préparation du saut. Nous répétâmes cette expérience à 4 reprises en 2 jours. Nous étions devenus des apprentis parachutistes. En rentrant chez moi, je pris la décision de me faire tatouer sur l'épaule droite le brevet parachutiste. Rien maintenant ne pouvait m'empêcher de l'obtenir. J'avais satisfait aux 4 premiers sauts, je ne m'imaginais pas pouvoir me dégonfler au moment de faire les 3 sauts supplémentaires indispensables à l'obtention du brevet parachutiste militaire. Fin juillet, je reçus par courrier ma feuille de route m'informant de mon affectation au 1er régiment de hussards parachutistes. Le 3 août 1982, je me présentais à la gare de Tarbes, ville où se trouvait mon régiment d'affectation. Là, un autre régiment parachutiste était également implanté, le 35e régiment d'artillerie parachutiste. Le comité d'accueil, composé de sous-officiers, nous invita à monter dans un minibus et nous partîmes vers le quartier Larrey. Nous entrions par la grande porte. Cette grande cour était impressionnante avec au centre un mât des couleurs, lequel arborait le drapeau français, comme il est de coutume dans une enceinte militaire ou sur un bâtiment administratif. En regardant les bâtiments qui entouraient la cour, j'avais l'impression de me retrouver dans l'internat de ma section sport-études à Nîmes. La journée commença par la présentation du régiment, puis la perception du pactage avant d'être présenté à l'infirmerie pour une visite de routine et les vaccins obligatoires. En milieu d'après-midi, nous fûmes regroupés et transportés à bord de vieux camions GMC à Gers, petite ville située à 25 km de Tarbes, où se trouvait le centre de formation que nous allions intégrer durant les 2 mois suivants, temps nécessaire à notre entraînement et à notre formation. Par chance, je n'avais pas pris à la légère la période des 3 jours qui décide de notre aptitude ou non à faire notre service militaire. Lors de ces tests, j'avais obtenu un NG, donc le NG c'est ce qu'on appelait à l'époque le niveau général, de 17. Cette note sur 20 allait me permettre dès mon arrivée à Gers d'intégrer le peloton des élèves gradés. Lorsque j'arrivais dans ma chambre, bon nombre de mes compagnons d'armes avaient déjà regagné les lieux. Nous étions 12 à nous partager cette grande pièce. Timidement, je pris possession du premier lit situé à gauche en entrant. Les discussions allaient bon train et chacun racontait sa petite histoire. Alors que je déballais mes affaires pour les ranger au carré dans une petite armoire, je fus attiré par une conversation provenant du bout de la chambrée. Pratiquement tout le dortoir était tourné vers un garçon de couleur noire, un black, prénommé Casimir. Petit, aux épaules démesurées, il était trapu et musculeux. Entre parenthèses, c'était un monstrasse. À mon tour, je l'écoutais tout en continuant à déballer mes affaires. Il avait sorti un kimono de son sac et, avec des grands gestes, il relatait ses combats où il avait été champion de Seine-Saint-Denis. Un peu à l'écart, j'avais aperçu sa ceinture bleue et je souriais. Mon sourire n'avait pas échappé à Thierry Morgan, dit le Yeti, qui s'était installé sur le lit en face du mien. C'était une armoire à glace avec une vraie gueule de dur, comme on peut les imaginer lorsque l'on parle de parachutiste ou de légionnaire. Du haut de son 1m90, il sourit à son tour et me demanda doucement ce qui m'amusait dans le récit de notre ami Casimir. Il comprit par lui-même lorsqu'il vit émerger de mon sac un kimono roulé dans les plis et noué avec ma ceinture noire brodée à mon nom. Une ambiance géniale régnait au sein de ce groupe composé d'environ 30 unités. Fouillouz, le jeune adjudant en charge de notre peloton, venait d'être muté au régiment. À ce moment-là, nous l'ignorions encore, mais il n'était pas encore parachutiste. Nous éprouvions néanmoins un grand respect pour lui, et même s'il ne nous faisait aucun cadeau, c'était un homme droit. Après 6 semaines enfermés à Gers, une courte permission nous fut enfin accordée, 48 heures seulement, pas une de plus. Évidemment, nous n'avions pas la possibilité de rentrer chez nous et devions rester dans la région. Néanmoins, pour que cette permission soit validée, il nous fallait encore réussir un petit test concocté par notre adjudant et son encadrement. Au programme, le vendredi soir, de 16 à 17 heures, et ce pour être lâché à 18 heures, nous devions effectuer en courant un 8 km en groupe avec treillis, rangers, sac à dos, chargé à 10 kg, casque lourd et fusil. D'avance, nous savions que certains d'entre nous ne réussiraient pas cet exercice.
l'adjudant nous avait parlé de la solidarité chez les paras. Et c'est pour cela que les 3 plus costauds du groupe, dont le Yeti et moi faisions partie, avaient décidé de rester derrière pour pousser les gars en difficulté. Après 2 km environ, c'était la débandade. Il y en avait partout. L'aspect psychologique était devenu inutile, il fallait passer à l'aide physique. Nous pensions que dépouillés de leurs sacs et de leurs fusils, ces gars iraient beaucoup plus vite. Effectivement, la ligne d'arrivée fut franchie dans les temps par chacun de nous. L'adjudant fut époustouflé en constatant que 3 de ces gars portaient 3 sacs à dos et 3 fusils. C'était le prix à payer pour que tout le monde puisse partir en perme. Sauf qu'un soldat est censé ne jamais se démunir de son fusil. Finalement, les cadres ont été cléments et nous sommes tous partis en permission, ce qui permit de créer de forts liens d'amitié et de solidarité au sein du groupe. Au terme de 2 semaines de stage à Pau, j'obtenais sans embûche mon brevet parachutiste, numéroté 470 134. La semaine suivante, nous fûmes dispatchés dans les divers escadrons du régiment. Pour ma part, puisque je jouais du tambour à la fanfare de ma commune, je fus affecté à celle du régiment, la meilleure fanfare militaire de France, qui avait défilé pour le 14 juillet de la même année sur les Champs-Élysées en tenue de hussard. À sa tête se trouvait le major Piger, un sacré bonhomme, bardé de décorations dans la Légion d'honneur. Respecté par tous, les généraux le saluaient à chacun de leur passage au régiment. Blessé de guerre, le cou marqué par des éclats de grenades reçus durant l'une ou l'autre de ses campagnes, il avait participé à bon nombre de conflits, notamment celui de l'Indochine. J'intégrais son peloton. Malheureusement pour moi, le 4e escadron du régiment avait besoin d'un secrétaire, et mon NG avait attiré l'attention. Je fus donc reversé dans ce nouvel escadron. Je pestais. Et je me présentais au sous-officier de semaine, les larmes aux yeux. Je tombais sur une vraie tête de con, là faut le dire, qui me dirigea vers le secrétariat. J'allais travailler sous les ordres du maréchal des logis Quignard. Je ne savais pas taper à la machine et j'étais nul en orthographe. Il me demanda d'abord de taper un courrier. Je ne comprenais rien à cette machine et j'ai bien dû mettre 2 heures pour satisfaire à sa requête. Pour couronner le tout, on m'annonça que dans l'exercice de ma fonction, je devrais également renforcer l'armurier certains soirs et certains week-ends. C'en était trop, mais que faire? J'étais à l'armée et la seule chose à faire était de s'écraser et d'endurer. Finalement, je pris mon parti de ces galères. Le capitaine Duhem, commandant l'escadron, me demanda de passer mon permis auto, puis mon permis moto. Sachant que j'étais ceinture noire de judo, il me proposa même de former certains de mes collègues. La roue tournait. Ensuite, nommé maréchal des logis, la fin de mon service se profilait doucement. Au régiment, nous avions eu vent d'un éventuel départ pour Beyrouth. Et les volontaires étaient invités à s'engager ou à souscrire un volontariat service long. Pour ma part, j'étais trop pressé de retourner dans le civil, d'autant que j'avais imaginé l'armée différemment. Un matin, au cours de l'appel, l'adjudant de section s'approcha d'un de mes potes et l'informa qu'il avait été choisi pour effectuer le stage infirmier avant de partir pour Beyrouth. Pour lui, il n'en était pas question. Et, s'il le fallait, il casserait son engagement. En entendant cela, j'eus une idée. Je lui proposai illico de prendre sa place. J'étais prêt à partir à Beyrouth, mais comme infirmier. Je savais qu'il y avait un stage de 3 mois à Pau et que de nombreuses minettes y participaient en vue de devenir infirmière parachutiste. Une formation d'infirmier ne pouvant être qu'une corde de plus à mon arc, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Si mon copain fut soulagé de ma proposition, encore fallait-il convaincre l'adjudant. Ce dernier, trop content, accepta sans sourciller et le mois suivant, je fus redirigé vers Pau pour satisfaire aux 3 mois de stage nécessaires à l'obtention du diplôme d'infirmier militaire. Celui-ci s'avéra très difficile. En 3 mois, nous devions ingurgiter ce que les infirmières civiles apprennent en 3 ans. À chaque fin de semaine, un examen nous était proposé. Ceux qui n'avaient pas la moyenne se voyaient redirigés vers leur régiment d'affectation. Tous nos week-ends étaient libres, à condition de passer par l'éternel test des 8 km chargés du Barda, et ce, en moins d'1 heure. L'ambiance était bonne et les gars venaient de tous les régiments de la 11e division parachutiste. Il n'y avait pas que des lumières, mais on rigolait bien. Sauf que pour l'heure, aucune fille n'était présente. En fait, le personnel féminin ne participait qu'une fois sur 2 au stage, et là, j'avais mal calculé mon coup. Dans le groupe, j'étais le seul à être sous-officier, et à ce titre, j'avais droit à un traitement de faveur. J'aurais pu bénéficier d'une chambre individuelle, mais j'ai refusé pour rester avec les gars. On s'amuse plus à 30 dans une piole que seul dans son coin. Par contre, j'avais le droit de sortir le soir et également de rentrer ma voiture dans la caserne. De par ma nature, je faisais profiter les autres stagiaires de mon passe-droit les soirs où je sortais. J'en planquais 2 ou 3 dans mon coffre et je les faisais passer le poste de police sans encombre.
À nous ensuite de ne pas tomber sur nos instructeurs en ville, sinon chacun aurait pris ses patins. À la sortie du stage, fraîchement diplômé, il me restait seulement quelques jours avant de décoller pour Beyrouth. On nous avait assuré que c'était le Club Med, que nous allions pouvoir nous baigner, sauter en parachute, en 2 mots, que la vie au Liban allait être cool durant 6 mois. 2 semaines avant notre départ, les choses évoluaient dans le mauvais sens. Sur place, des snipers s'amusaient à dessouder nos camarades. Notre voyage de vacances risquait de prendre une autre tournure. J'avais informé mon père de mon départ pour le Liban en lui demandant de garder le secret jusqu'au dernier moment. Inutile que ma mère ne se fasse des cheveux blancs avant l'heure. Le jour J, avant d'embarquer à Toulouse, je me décidai enfin à la prévenir de mon départ et lui téléphonai d'une cabine à l'aéroport. « Salut maman, salut mon garçon, t'es où ?»« À Toulouse, à l'aéroport. »« Tu rentres en perme ?»« Non, non, je décolle dans 1 heure pour Beyrouth. »« Mais tu peux pas partir, ils n'ont pas le droit. Je vais téléphoner, répliqua-t-elle catastrophée. Elle n'avait pas compris que je partais de mon plein gré, ni le challenge que cela représentait pour moi. Et puis, selon notre hiérarchie, tout devait bien se passer, un peu comme au Club Med. De Toulouse, un 747 nous transporta jusqu'à Chypre, où nous sommes montés à bord de l'Orage, un navire de guerre qui devait nous conduire jusqu'à Beyrouth. À quelques encablures des côtes, nous avons embarqué dans des petites barges de débarquement, les mêmes qu'avaient utilisées les Américains pour débarquer sur les côtes normandes. À notre grande surprise, il nous fut demandé de mettre nos gilets pare-balles, notre casque lourd et d'insérer un chargeur garni dans nos FAMAS, attirail que nous allions garder pendant 6 mois. Les choses ayant évolué à Beyrouth, il n'était plus question de vacances, mais bien de force d'interposition. L'opération Diodon 4 commençait. Bien qu'il nous arrivait d'avoir la trouille, et c'était légitime, nous étions une bande de joyeux drilles à former l'infirmerie du 1er hussard parachutiste. À notre tête, le capitaine Guy Angèle, médecin de son état et champion de France de précision d'atterrissage en parachute. Un super mec, simple et qui ne se prenait pas la tête avec son galon. Son adjoint, un adjudant dont je tairai le nom par respect pour sa fonction, était le gros con par excellence. Pas méchant, plutôt bête. Le mec qui, quand il sait pas quoi dire pour vous rabaisser, vous met au garde à vous. J'étais le 3e sous-officier. Il y avait ensuite Mémé Itouria, un basque à la voix formidable et plein de conneries, Stéphane Hartmann et Olivier Pedrono. Le rôle de ces 3 soldats consistait à conduire les véhicules. Nous avons rapidement transformé les 2 tentes modèle 56 qui nous avaient été allouées en un lieu de vie tip-top. Après avoir réussi à trouver du béton, nous avons coulé une chape dans les 2 tentes, puis notre basque de service, un formidable maçon, nous a bâti une cheminée. Si à l'extérieur ça chauffait de temps en temps, à l'intérieur de la forêt des pins, nous menions une vie peinarde. Certes, nous étions loin d'être dans un club de vacances, et souvent nous avons eu très peur. Sans vraiment être pratiquant, j'avoue avoir souvent prié. Un soir, j'allais placer mes sentinelles sur leur lieu de surveillance. Il faisait nuit noire. Arrivé au dernier poste, me suis pris le pied dans un barbelé et je m'empalais sur une esquille de bois. Le bilan était lourd. Tibia transpercé, muscles endommagés, aponévrose explosée. Le capitaine entreprit de me recoudre, puis je repris mon poste jusqu'au lendemain. Bien entendu, la plaie s'était infectée. Il fut donc décidé de me mettre un pansement au daquin qu'il nous faudrait alimenter comme une perfusion de façon à ce qu'il reste humide en permanence. Rapidement, la plaie me brûla. Je serrai les dents et en informai le capitaine. Mais selon lui, ce n'était pas très grave, il préconisa d'attendre la fin de la perfusion. Alors que la douleur devenait insupportable, j'augmentais le débit pour accélérer le mouvement. Lorsque nous avons enfin pu ôter le pansement, j'étais brûlé au 2e degré. Le daquin avait été mal préparé, la quantité de javel était beaucoup trop importante. J'ai finalement été opéré 4 fois. Aujourd'hui, je garde encore les stigmates de cette blessure, puisque mon aponévrose ayant lâché, le muscle est resté collé à mon épiderme. Aujourd'hui, une grosse boule sur le tibia bouge au rythme des mouvements de tension de mon muscle tibial. Nous sommes le 23 octobre 1983, il est environ 6 heures du matin. Nous sommes levés, et tout en déconnant, nous nous dirigeons vers la tranchée qui nous sert de toilette. Soudain, une énorme explosion nous interpelle. Certes, nous avons l'habitude d'entendre résonner des tirs de mortier, de canon ou autre, mais là, c'est vraiment du lourd. Tout a tremblé. Quelques instants plus tard, une seconde explosion tout aussi puissante. Chacun se demande alors ce qui a bien pu se passer. Nous apprenons rapidement que des kamikazes à bord de camions remplis d'explosifs ont fait sauter un poste américain et un poste français. C'est la catastrophe.
Durant 3 jours et 2 nuits, pratiquement non-stop, nous intervenons pour sortir nos camarades des décombres. Parmi eux, 2 garçons avaient partagé le stage d'infirmier avec moi. Je fus d'ailleurs amené à sortir l'un d'entre eux des décombres après plus de 30 heures de recherche. Quelle émotion pour moi que de pouvoir reconnaître seulement à la vue du tatouage qu'il portait sur le poignet, seul signe capable de nous donner officiellement accès à son identité. Je me trouvais devant la dure réalité. Nous étions dans un pays en guerre et non pas dans un camp de vacances. Le 11 novembre 1983, je fus décoré de la Croix de la valeur militaire avec citation à l'ordre du régiment par le général Kahn. Cette décoration est la 3e dans la hiérarchie des récompenses militaires après la Légion d'honneur et la médaille militaire. Je ne m'étalerai pas sur les raisons qui ont motivé la remise de cette décoration. Pendant ces 3 jours, j'ai fait et vu des choses difficilement racontables. Aujourd'hui encore, je garde en mémoire cet épisode bien douloureux de ma vie. J'ai souvent eu peur, j'ai souvent tremblé, mais j'ai aussi appris beaucoup sur moi et sur les autres. S'il me fallait y retourner, je le ferais sans aucune hésitation. En mars 1984, lorsque je rentrais en France, la balance affichait un poids de 92 kg. Un loukoum. Il était grand temps de reprendre le sport et de me débarrasser de ces kilos superflus. Je renonçais à prolonger mon contrat, même si bon nombre de postes m'ont été proposés. Mon désir de renouer avec le sport était bien plus fort. Ma priorité consistait à maigrir et à retrouver rapidement des sensations physiques. Et voilà pour le 2e chapitre. Le 3e, ce sera changement de vie. Voilà les amis, donc likez, partagez, commentez. Merci beaucoup d'avoir écouté et puis à très vite pour le 3e chapitre.